Deux opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre, Cube. Donc, ce matin, je me réveille et comme je vous ai dit tout à l'heure, la première nouvelle que je vois, c'est peut-être la résurrection, pas du Christ, mais du Keystone Pipeline, l'oléoduc Keystone. Donald Trump en a fait une annonce plus ou moins floue comme on a l'habitude. Avec nous pour en parler, Yvan Clich, fellow et spécialiste en énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Bonjour Yvan. Bonjour. Bonjour. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, le projet Keystone, il me semble, depuis que je suis né, on en parle. Ça va de l'avant, ça va pas de l'avant, ça va de l'avant, ça va pas de l'avant. C'est une véritable valse. J'ai besoin d'être éclairé sur ce sujet. Ben, le malheur pour ce grand projet, c'est qu'il a été extrêmement politisé par l'administration américaine. D'une part, effectivement, M. Trump l'avait approuvé. M. Obama l'avait récusé. M. Trump l'a réapprouvé. Ensuite, M. Biden l'a également canné à son premier jour d'inauguration. Donc, okay. Il a envoyé un message fort, justement, pour dire que de son opposition au projet. Le projet a été politisé, puis c'est devenu une espèce de symbole de la transition énergétique, donc notamment pour le gouvernement Biden. Il voulait par là marquer le fait qu'on entrait dans un nouveau monde, on allait donner notre soutien aux énergies renouvelables et que l'ère des fossiles, c'est un petit peu l'ère du passé. Alors là, aujourd'hui, on le sait, M. Trump fait une fixation sur le pétrole et le gaz et lui, il veut le remettre de l'avant. Puis pour le Canada, on le sait, c'est devenu tout simplement une carte là, dans le cadre de ses négociations commerciales avec les États-Unis. Je termine là-dessus. C'est sûr que là, toute cette politisation-là, ça rassure pas des opérateurs, eux, privés, qui doivent réaliser ou non le projet. Quand ils voient cette danse-là politique, ils se disent pas on va consacrer des milliards de dollars pour donner suite au projet. C'est clair que c'est pas rassurant tout ça. Énormément d'incertitudes. On rappelle que ça serait avec l'objectif de transporter du pétrole de l'Alberta vers le Nebraska. Mais attention aussi, là, c'est pas juste transporter 2-3 gallons. Là. Le Canada produit aujourd'hui par jour 5,35 millions de barils de pétrole. OK? Et là, avec cette extension-là, ça serait 900 000 barils de pétrole de plus par jour. Donc, c'est gigantesque, là. C'est pas juste un détail. Et pour les curieux, du 5,35 millions qu'on envoie par jour, c'est 4 millions vont directement aux États-Unis. Donc, c'est vraiment énorme pour l'Alberta, si je me trompe pas, là. Oui, c'est énorme. Là, il faut se comprendre. L'Alberta, elle, est en faveur du projet. Puis ils avaient même construit leur bout de tuyau dans le territoire albertain. Puis c'est en arrivant sur le territoire américain que là, ils se sont fait dire d'arrêter tous les travaux de construction. Alors, les Albertains, eux autres, oui, ils en veulent. Mais en même temps, c'est du côté américain là qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Les Albertains disent que eux sont prêts à produire effectivement davantage de pétrole. Cette grande quantité, c'est environ 25% de plus que ce qu'ils envoient déjà aux États-Unis. Mais bon, rapidement, il y a quand même quelques écueils. Un des écueils, c'est qu'on veut réduire notre dépendance avec les États-Unis. Les États-Unis se plaignent du Canada en disant on a un déficit commercial avec vous. Mais vous savez quoi? C'est en raison du pétrole. Donc, si on envoie plus de pétrole aux États-Unis, le déficit commercial va se creuser côté américain. Donc là, ils vont pouvoir encore dire on a un déficit commercial qui ne nous plaît pas avec le Canada. Puis par ailleurs, on a vu dans le contexte actuel, nous, je pense que nos efforts doivent beaucoup plus aller à atteindre les marchés internationaux, notamment en Asie, qui, eux, sont très, très demandeurs du pétrole et du gaz canadien. Alors moi, je pense là qu'il faut avancer là à pas de loup avec ce projet-là. Moi, je pense que c'est essentiellement une carte que tient l'administration Carney pour négocier avec M. Trump. Mais honnêtement, on est loin du compte pour véritablement relancer ce projet et le voir enfin, entre guillemets, aboutir. Et qu'est-ce qui serait plus payant sur le long terme pour le Canada? Là? Je mets pour l'instant l'environnement côté, là, mais est-ce que ça serait d'envoyer tout ce pétrole-là qu'on peut produire vers l'Asie, vers l'Ouest, ou de l'envoyer aux États-Unis pour essayer de grappiller quelques petits points dans nos négociations avec l'accord entre le Canada et les États-Unis? Je pense que stratégiquement, puis je dirais aussi théoriquement, c'est beaucoup plus avantageux de l'envoyer sur le marché mondial parce que le marché américain, justement, on est très contraint. Les Américains, les raffineurs qui achètent
le pétrole du Midwest américain. Ils savent que, bon, le Canada est un peu contraint, pas beaucoup d'autres voies d'exportation. Alors, ça leur donne un pouvoir de marché, un avantage dans leur négociation commerciale avec les producteurs canadiens. Alors que avec Trans Mountain, on peut exporter 1 million de barils de pétrole par jour. C'était mis en exploitation en 2025, l'agrandissement du projet. Puis vous savez quoi? L'écart de prix entre le pétrole canadien et américain s'est atténué. Donc, ça veut dire que justement, ça nous a donné un meilleur pouvoir de négociation et de marché avec les États-Unis. Donc, moi, je pense que l'intérêt bien senti du Canada, c'est vraiment d'accentuer les voies d'exportation vers le marché mondial plutôt que vers le marché américain. Mais là, je me creuse la tête là avec votre réponse parce que moi, je savais pas qu'on pouvait produire autant de pétrole supplémentaire déjà que ce qu'on produisait. Donc, on peut produire autant de pétrole. Il y a une crise majeure avec l'Iran, donc qui touche énormément la région presque centrale stratégique du monde pour le pétrole. Tous les pays cherchent un approvisionnement sécuritaire. Comment ça se fait qu'on n'envoie pas déjà ce pétrole-là en Asie? Mais c'est fait. Le Canada envoie une partie de son pétrole en Asie. C'est avec l'agrandissement de Trans Mountain qui part de l'Alberta vers la Colombie-Britannique et avec des tankers qui transportent le pétrole en mer. C'est déjà le cas qu'on envoie plus de pétrole. Mais les pays asiatiques, eux, ils disent, on en voudrait plus. Mais le Canada, physiquement, ne peut pas en envoyer plus parce que c'est une canalisation qui transporte 1 million de barils de pétrole par jour. Et c'est pour ça que les Albertains sont demandeurs d'un autre pipeline. C'est pour pouvoir justement mettre davantage de pétrole sur le marché au profit des raffineries en Asie qui, elles, lèvent la main très haut dans les airs pour dire oui, on en veut de votre pétrole du Canada. Mais le Canada ne peut pas mettre plus de pétrole sur le marché que la canalisation. On revient toujours à cette bonne vieille information, fait de base. C'est que l'Alberta, l'Alberta était située en Colombie-Britannique, elle mettrait 2 fois plus de pétrole sur le marché mondial. Le grand drame de l'Alberta, c'est qu'elle est confinée, elle n'a pas accès à la mer. Et donc, elle est confinée par des tuyaux. Et ces tuyaux-là, actuellement, c'est 1 million, pas plus. Alors, même s'il y a des gens qui en voudraient 2, l'Alberta dit, je peux pas en envoyer plus, j'ai pas de canalisation. Et pour ceux qui, comme moi, comprennent à hauteur très haute le domaine, mais pas dans les moindres détails, quand on vend un baril de pétrole albertain, bon, certes, les producteurs de pétrole, l'Alberta gagne de l'argent, mais est-ce que le reste du Canada gagne aussi de l'argent? Est-ce que on touche une partie de ces redevances-là? Absolument. C'est le gouvernement fédéral qui tire des recettes fiscales de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et puis, là, ce que va vous dire l'Alberta, je veux pas rentrer dans des polémiques, c'est ça qui permet à l'Alberta d'être une province qui envoie de la péréquation dans d'autres provinces du Canada. Et ça, c'est comment? Justement, c'est les recettes fiscales qui sont tirées par le gouvernement fédéral. Donc, c'est pas que pour l'économie albertaine. C'est sûr que c'est nettement eux qui en profitent le plus, mais l'Alberta envoie des recettes fiscales très importantes à Ottawa qui s'en sert par la suite pour faire une égalisation un peu de la richesse à travers le Canada grâce au mécanisme de péréquation. Donc oui, quelque part, ça profite bien sûr à l'économie et à la richesse du Canada. Puis je le répète, écoutez, le pétrole, là, c'est pas comme vendre des tomates, ce sont des recettes de plusieurs centaines de milliards de dollars. Juste un exemple, l'Alberta, c'est pas loin de 200 milliards d'exportations de pétrole vers les États-Unis. L'hydroélectricité, c'est 4 milliards. Donc, on est dans un autre registre. On n'est pas dans le même sport du tout, là. On n'est pas dans la même ligue, là. Pas du tout. OK. Pas du tout. Donc, c'est pour ça que les enjeux pour l'Alberta et aussi quelque part pour le Canada restent de grande importance. C'est la principale exportation canadienne aux États-Unis. C'est très nettement, c'est le pétrole et son gaz. Non, absolument. 200 milliards, c'est gigantesque. Et pour conclure, oui, on dit oui à tout, disons. Il y a quand même la réalité environnementale. Est-ce que c'est possible qu'on s'entende avec les États-Unis et puis que finalement, ça finisse en cours, ça finisse encore une fois une quinzaine d'années dans un débat éternel et puis on ne l'avancera pas plus, là? Moi, je pense, écoutez, les promoteurs d'un projet comme celui de Keystone, les opérateurs privés là, qui ont des objectifs de rendement, là, ces gens-là doivent être extrêmement douteux face à... ils ont joué dans le film, hein, et ils en sont tirés avec des cicatrices, ils ont perdu de l'argent. Donc, de voir justement la baisse de popularité du Parti républicain, du gouvernement Trump, la possible venue de démocrates au pouvoir,
moi, je suis loin d'être sûr qu'ils vont être intéressés par ça. Ceci dit, je veux quand même informer les auditeurs qu'il y a une compagnie qui est en train de regarder la possibilité, le Sovereign Bow, qu'elle s'appelle, de regarder la possibilité de voir si ça pourrait être jouable. Ils sont en train de voir s'ils ont des acheteurs, à quel prix, puis peut-être que là, il y aura une remise sur la table de ce projet. Mais honnêtement, là, je pense que pour plusieurs opérateurs canadiens et américains, ils regardent pas mal plus ailleurs que ce projet-là qui a été honnêtement beaucoup trop politisé, qui est brûlé pour donner confiance à ces gens-là de revenir refaire leur travail et de procéder à la réalisation du projet. Ils leur faudront des assurances absolument blindées, probablement légales, que le gouvernement américain ne retouchera plus à ce projet si vraiment on veut le voir aller de l'avant. Yvan Clich, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet qui traîne dans les nouvelles depuis beaucoup trop longtemps. Voilà, tout à fait. Merci, au plaisir.